Coucou les petites perruches. Coucou petite perruche. Bienvenue sur Addicts Ninja Red. Aujourd'hui, on va traiter la question de la Blackmagic 6K qui vient de sortir il y a quelques jours, qu'on a eu la chance de récupérer assez rapidement. On a été dans les tout premiers français, c'est la fête. On remercie Photocinerent qui nous a mis bien dans la course, donc big up à Photocinerent. Je suis déjà l'heureux possesseur d'une Blackmagic 4K Pocket qui marche vachement bien, qui est une excellente caméra avec une très bonne dynamique, 13 diaph dans l'ISO le plus bas. C'est une qualité qui permet vraiment d'atteindre ce qu'on veut en rendu visuel, quelle que soit la configuration, avec très peu de moyens, aussi bien à la caméra qu'à la lumière. Parce qu'elle a une excellente sensibilité, le double ISO est déjà quelque chose de génial. Mais Blackmagic a voulu récidiver avec une Blackmagic 6K en Super 35. Donc déjà on va faire une petite review des specs. C'est une caméra Blackmagic qui enregistre en RAW, à savoir le RAW propriétaire de Blackmagic, c'est-à-dire le B-RAW, qui est un format RAW compressé. Créé dans une autre vidéo le fonctionnement de la compression du RAW. Des fois ça prête à confusion, le RAW est censé ne pas être compressé et pour autant il l'est. Pour l'instant on va s'intéresser au fait qu'on a pour 2635 €, 2650 TTC en France, une caméra qui permet de filmer en 6K et qui permet de filmer en RAW en interne, soit sur carte compact flash, soit sur SD, soit sur disque dur SSD externe. En Super 35, c'est quand même pas mal du tout. Pour dire les choses assez clairement, à l'heure actuelle, je suis pas sûr qu'il y ait d'autres caméras qui permettent ce genre de configuration à ce prix-là, et que pour avoir quelque chose qui s'approche de cette configuration, il faut aller dans le bas de gamme de chez Red, c'est-à-dire les Raven, peut-être la prochaine Komodo qui va sortir, aller vraiment sur des caméras qui coûtent déjà très cher à l'achat, sans accessoirisation. C'est la même chose pour ça, hein. Vous l'achetez, il n'y a pas d'accessoires, hein. Vous avez juste le corps caméra, basta, avec une batterie, basta. Il y a une licence DaVinci Resolve, ce qui est quand même pas mal. C'est du Super 35, ça veut dire qu'il y a un crop factor 1.6 par rapport au full frame. C'est une mauvaise façon de penser, c'est une habitude qu'on a liée au DSLR, parce qu'on a tendance justement à penser le crop factor par rapport au full frame. Le full frame, cinématographiquement, on s'en sert pas. C'est-à-dire qu'il y a très peu de caméras qui sont full frame, c'est des cas très particuliers. La base, c'est le Super 35. Notre génération qui venons du DSLR avons une logique de j'ai un Canon 5D plein format, donc quand je vais le mettre sur un 7D ou sur une Blackmagic, j'ai un crop factor de 1.6. C'est pas une bonne façon de réfléchir, il faut penser directement Super 35 à partir du moment où on fait du cinéma, donc un 24, c'est un 24, c'est pas si grand angle que ça, c'est même assez serré, c'est un 24, c'est pas comme la vision qu'on a habituellement. Bref, tout ça pour dire qu'il y a un crop factor de 1.6. Un des gros avantages par rapport à sa version d'avant, c'est qu'on n'a pas besoin de mettre dessus des adaptateurs type Speed Booster, les Viltrox, les Metabone, ce genre de choses. Je reviendrai avec des détails sur le testing précisément de ça. Je pense qu'elle a un crop factor un peu plus serré que la Blackma avec une Viltrox. Donc on perd un peu, c'est une notion de grand angle, quand on met un 18 dessus, il commence à serrer un peu, alors que sur une Blackma 4K avec la Viltrox, il paraît quand même déjà bien large. Donc c'est une caméra qui permet de faire du 6K. 6K, pour Blackmagic, c'est 6144 par 3456, en format plein, c'est-à-dire non croppé. Il y a le crop pour qu'on parle des objets, mais il y a aussi le crop de la prise de vue du capteur. On peut passer sur un 6K 2.4, c'est-à-dire avec un ratio 2:4 pour 1, qui va cropper le haut et le bas. En fait, quand on va être en 2.40, 2.35, on a des bandes noires en haut. Soit on peut les capter directement à la prise de vue et avoir le choix de recadrer plus haut ou plus bas. Soit là, on nous propose de pouvoir directement les effacer de la prise de vue, dans l'intérêt d'avoir 10 images par seconde de plus en ralenti. Parce que c'est un peu la grosse nouveauté de cette caméra. On fait du 6K, mais on ne fait pas juste du 6K à 25p, on fait du 6K à 50p. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est quand même assez génial. C'est le ralenti qu'il faut. Il y a deux types de ralentis, le ralenti mécanique, le ralenti organique. Un homme, une personne, un individu, du 50p, c'est largement suffisant. Des objets, des balles qui vont sortir d'un fusil ou ce genre d'image, l'allumage du briquet, là il va falloir du coup des frames par seconde beaucoup plus grandes. Mais le 50, pour une utilisation on va dire standard, à savoir cinéma, clip, pub, c'est déjà génial. On n'a pas vraiment besoin de plus, et si on a besoin de plus, on va chercher la caméra qui le fait.
Alors je rajoute une petite info, c'est que contrairement aux autres caméras du marché ou aux DSLR, le ralenti ici ne fait pas de perte en termes de qualité. Parce qu'en gros, les caméras du marché type DSLR ont tendance à proposer du 60, du 120 images secondes, des fois du 240, mais ça se fait au détriment du bitrate. C'est-à-dire qu'il y a un bitrate qui est standard, par exemple, je sais pas, 200 mégabits par seconde, et vous pouvez faire 25 images par seconde qui vont être codées à 200 mégabits par seconde, mais si vous faites 200 images, ben, ça sera toujours codé en 200 mégabits par seconde. En gros, avec un 25 images par seconde, vous allez avoir une très bonne compression de l'image. Chaque image sera compressée par le ratio 200 mégabits divisé par 25 images. Donc on aura chaque image qui pèsera 8 mégabits. Par contre, si vous partez sur un 200 images secondes, chaque image fera seulement 1 mégabit. C'est un peu l'intérêt de la Blackmagic, c'est-à-dire que quand on part sur un 50 images par seconde, c'est pas le bitrate qui est divisé par 2, mais justement le bitrate qui est multiplié par 2. Donc chaque image sera codée exactement de la même manière, que ce soit en ralenti ou que ce soit à vitesse réelle, que ce soit en 25 images par seconde ou que ce soit en 50 images par seconde. Il ne faut pas penser non plus que toutes les caméras doivent fournir ceci. Mais en termes de ralenti, elle permet en 2,8K, ce qui est un format un peu bâtard mais qui est un bon format quand même, en 2,8K d'avoir du 120p, ce qui est aussi pas mal. Tout cela en croppant dans le capteur, on commence à cropper dans le capteur, c'est-à-dire on commence à vraiment aller chercher la merde, quoi, en définitive, aller à avoir des angles de champ bien plus petits, un peu comme la notion de crop factor dont on parlait tout à l'heure, un peu avec un crop factor qui va aller vers 2 quelque chose, 2, 3, je vais vérifier dans le détail, mais ça crop quand même pas mal. Blackmagic, comme les anciennes, mais je vais le répéter ici pour être sûr que tout le monde soit au courant, le Blackmagic RAW est un format compressé, propriétaire de Blackmagic, mais qui est censé être décodé en open source, c'est-à-dire que n'importe qui pourrait l'intégrer à n'importe quel software, ce qui n'a pas l'air d'être totalement le cas à l'heure actuelle de la vidéo, parce que je pense qu'il y a des combats de lobby, et on verra ce que ça donne. Permet de filmer en Blackmagic RAW et en ProRes. En Blackmagic RAW, il y a le choix entre 2 types de compression, une compression avec un débit constant ou une compression avec une qualité constante. En gros, en qualité constante, on va se retrouver avec du coup des images très complexes, très détaillées, avec un très gros débit, et des images beaucoup moins détaillées, des fonds uniformes, avec un débit bien plus bas. C'est le moyen d'obtenir la meilleure qualité, c'est le Q0, le moins de compression possible. Il y a le Q5 qui coupe en 2 la valeur moyenne du débit, ou le constant bitrate qui en fait est un débit constant. On code l'image pour qu'elle rentre dans ce débit-là, coûte que coûte, détaillé ou pas détaillé, on la fera rentrer dedans. Elle offre aussi du ProRes, ProRes HQ, 422, LT Proxy, c'est différents degrés de compression. J'utilise pas spécialement le ProRes pour des raisons de... On a l'intérêt d'avoir une caméra qui fait du RAW, c'est quand même un peu idiot d'aller chercher le ProRes, sauf cas particulier, dans le cas où la production ne peut pas monter le bi-RAW parce qu'elle n'a pas la licence Resolve, la possibilité de le faire, ou la compétence en interne, ou le temps de traiter ça. Donc, des fois, on fournit directement du ProRes parce que ça passe sur toutes les stations de post-prod, même si c'est relativement lourd. Et la petite subtilité de cette caméra, je ne sais pas si ça a été, vous avez dû voir ça un peu déjà sur les forums, c'est qu'elle ne propose du ProRes que pour les petits formats et du bi-RAW que pour les grands formats. Vous êtes en 6K, vous n'avez pas le choix entre ProRes ou autre chose, c'est du RAW, forcément. Jusqu'à 2,8K, ce qui est en dessous du 4K, et jusqu'à 3,5 en anamorphique, ou 5,7 juste au-dessus du 4K. C'est les seuls formats que vous aurez en RAW, rien d'autre. Ce qui est déjà pas mal, parce que c'est le top de ce que peut fournir la caméra. Et en ProRes, par contre, vous avez le fond de tiroir, c'est-à-dire du 4K, de l'Ultra HD, du HD. En consommation, la caméra consomme dans tous les sens, que ce soit en disque dur, c'est-à-dire que quand vous allez être en 6K, je regarde juste un petit peu là, mais un disque dur d'1 Tera, il part vite. 6K ralenti, si vous n'êtes pas au minimum du RAW, ça part déjà très très vite. Là par exemple, il me reste dans le disque dur quelque chose comme 250 Go dans le disque dur, il me reste 7 minutes de rush en ralenti en 3 pour 1.
Personnellement, j'utilise rarement le 3 pour 1, à part vraiment des prestations très précises où on veut fournir le max de qualité, backuper le maximum le tournage pour qu'en post-prod, les gens soient à l'aise. Les 3/4 du temps, sinon, pour l'ensemble des tournages, je suis sur quelque chose qui est du 12 pour 1, 8 pour 1. Je ne vais pas chercher beaucoup plus loin parce que ça me permet d'avoir du ralenti tout le temps et donc d'avoir le choix sur mes images, d'avoir un ralenti en post-prod de qualité, quitte à le ralentir plus avec des plugins ou des effets spéciaux et donc d'aller vraiment sur le minimum d'artefacts, le minimum de défauts. Et du coup, là, par exemple, je suis à 29 minutes sur un 256 Go qui me reste en 12 pour 1, ralenti. Si j'enlève le ralenti, on passe à 60 minutes. On se rend compte quand même que 250 Go les 60 minutes, c'est pas dégueulasse pour du 6K. C'est quand même... parce que ça consomme pas tant que ça en vrai. Si on cherche pas trop les histoires, ça passe. Pour ceux qui ont déjà la 4K, vous le savez déjà. Enfin, pour ceux qui ne le savent pas, c'est quand même bien de le rappeler. Est une caméra qui a un double ISO. Double ISO, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a un ISO natif à 400 et un autre à 3002. L'ISO 400 va s'étendre de 100, 125 jusqu'à 1000 ISO. Tant que vous allez être dans cette gamme-là, c'est comme si votre caméra était limitée à 1000 ISO. C'est-à-dire que vous allez monter, le grain va augmenter, 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 naturellement, comme sur n'importe quelle caméra. Mais dès que vous allez passer au-dessus de 1000, elle va se passer sur sa base de 3200. Donc, vous allez être au minimum de grain de la deuxième ISO. C'est comme si deux ISO se suivaient. Vous mettez à 100 au lieu de vous mettre à 400, vous allez vous retrouver avec très peu de grains, beaucoup moins que le grain standard du 400. Vous allez vous mettre à 1000, vous allez commencer à voir apparaître du grain, très peu, je reviendrai là-dessus après. Quand vous allez être à 3200 ISO, c'est un peu le même fonctionnement. À 1200 ISO, vous n'aurez quasiment pas de grain. Par contre, quand vous allez monter à 5000 ISO, vous allez commencer à avoir du grain. Ce qui est génial, ce qui veut dire que le 3200 ISO est une valeur qu'on peut facilement aller chercher si besoin est. Les 3/4 du temps, on a tendance à se limiter là-dessus, entre le HDR, le ci, le ça, des autres caméras. On essaye de ne pas monter au-dessus du 800 ISO, c'est le max qu'on s'autorise tous. Mais là, avec le double ISO, qui est disponible sur peu de caméras en définitif, à savoir certains DSLR et sinon des grosses caméras comme les Redmond Helium, si je dis pas de bêtises. Le fait d'avoir ce double ISO fait que vous pouvez tourner de nuit à 3200 ISO, sans rajout de lumière, sans grain, en ralenti, parce que le ralenti bouffe de la luminosité, hein, vous prenez 2 fois plus d'images, donc l'obturateur est censé être 2 fois plus fermé. Vous êtes de nuit en plus, donc vous bouffez encore plus de luminosité. Et là, vous avez la possibilité de vous mettre à 3002 de nuit en extérieur, sans avoir de rajout de lumière, et de faire du ralenti sans qu'on ait un grain de dingo. On n'en a quasiment pas. 13 diaph de dynamique. 13 diaph de dynamique, c'est, on va dire, alors, petit vice qu'il faut noter, 13 diaph de dynamique dans l'ISO inférieur. Donc elle a 13 diaph de dynamique sur son premier ISO, c'est-à-dire entre 100 ISO et 1000 ISO. Et dès qu'on dépasse 1000 ISO, qu'on arrive entre 1250 et 6400 ISO, on est sur 12,1 diaph de dynamique, on perd 1 diaph de dynamique, 1 diaph,3. Et en ce qui concerne les grosses sensibilités, à savoir de 8000 jusqu'à 25600 ISO, qui sont pour moi des choses qu'on n'utilise jamais, mais bon, ça peut arriver. On tombe petit à petit en dynamique de 11.8 jusqu'à 10.3. Voilà, c'est important de le noter parce que souvent, quand on va essayer de tourner du documentaire, on va essayer d'avoir une grande profondeur de champ pour être un peu sûr d'avoir toujours le point. Donc on va se mettre en 3200 ISO histoire d'être sûr de bien pouvoir fermer le diaph et d'avoir une grande profondeur de champ. Mais à partir de là, on perd un diaph et quelques de dynamique. C'est pas gigantesque, c'est pas gênant, mais c'est bien de le savoir, c'est bien de le noter. En ce qui concerne les batteries, une batterie Canon dessus va pas faire long feu. On va être très clair là-dessus. Mais ça passe. Le test que j'ai fait pour l'instant, c'est un test avec une batterie neuve en 6K, 12 pour 1, en ralenti. Et ça a tenu, je crois, 15 minutes, 14 minutes et quelques, non-stop, de prise de vue non-stop. Avec la Blackmagic 4K, on a tendance à monter un peu plus, à monter vers les 20-25 minutes de prise de vue. Mais coup de bol aussi, ça dépend de la journée, s'il va bien, si les as sont alignés, ça va. Mais malgré tout, faut être honnête, 15 minutes, c'est pas beaucoup
mais c'est quand même pas mal. Hein. On parle de 6K ralenti, hein. C'est quand même pas mal. Si vous voulez mettre une autre batterie, ça va savoir les batteries externes, mettez une autre batterie externe, il n'y a pas de souci. Mais pour une petite batterie Canon qui coûte, je crois, 30 balles sur Amazon l'unité, 27 balles, des fois on a des lots à 27 balles les deux, c'est plutôt pas mal. C'est un peu embêtant, ça nécessite de réfléchir les choses un peu différemment si on fait de la captation de concert ou je sais pas quoi, mais c'est quand même pas mal du tout, à mon goût. Autre chose, cette caméra, c'est un truc non dit, hein. Les gens en parlent pas parce que souvent les gars qui font des reviews, bah, c'est des youtubeurs, c'est pas des gens qui sont véritablement des professionnels dans le milieu. Alors, je critique pas les autres youtubeurs, je dis pas quoi, mais quand on a tendance à tourner seul une prise de vue, c'est-à-dire d'aller filmer un mariage et tac, et c'est moi qui fais le montage, ben, on n'a pas les mêmes problématiques ou les mêmes besoins que à partir du moment où on va être sur une caméra qui va être plus professionnel ou un tournage plus professionnel, c'est-à-dire en équipe, avec des fois un assistant caméra, un chef opérateur, réalisateur, un ingé son, parce qu'elle a un petit truc qui est quand même assez dingo, dont tout le monde va s'en taper, mais je vous assure que quand vous commencez à tourner vraiment sérieusement, c'est un petit chef-d'œuvre. L'entrée micro, quand vous pouvez rentrer dedans un signal de synchronisation. Un signal de synchronisation, ça fait que le timecode de la caméra va être le même que le timecode qui la synchronise. Génial, vous me direz. Bah ouais, c'est un truc de dingue en fait. Parce que ça veut dire qu'à partir du moment où vous êtes en train de faire des prises de son avec un ingé son qui a son recorder à l'autre bout du monde et compagnie... Et le perchman n'est pas là, tu te rends compte? Qu'est-ce qu'il fout ce con? Qu'est-ce que tu fous là-bas? Viens là, nom de Dieu! Son timecode et le vôtre sont le même. Donc quand il va vous donner un paquet de rush son, vous allez mettre sur l'ordinateur et vous allez prendre un paquet de vos rush images, vous allez mettre dans l'ordinateur, vous allez tout sélectionner, faire synchro son, c'est synchronisé. Un gain de temps exagéré. La pièce coûte entre 200 balles, je sais plus si c'est 200 balles juste l'émetteur ou c'est 200 balles le kit émetteur-récepteur. J'ai utilisé dernièrement les tentacles, on n'est pas sponsorisé, hein. Mais c'était de la tuerie. Et ce qui était génial, c'est que la caméra, d'habitude, on enregistre un fichier son en simultané, un peu dégueulasse, qui n'est pas audible, un truc comme ça. Ce fichier son doit être recompilé sur le fichier vidéo de manière à ce que tatati, tatata, machin, machin. Et bien la Blackma le fait automatiquement. Elle change le timecode. Direct, elle réfléchit pas, elle dit « Ah, ça j'ai tilté, c'est du timecode, je le remets bon. » Et c'est pas mal aussi parce que c'est censé être applicable sur la question son, mais c'est aussi applicable par rapport à plusieurs caméras quand on doit les synchroniser pour un plateau multicam, un concert ou ce genre de choses. Encore faut-il qu'elles tiennent plus de 15 minutes pendant un concert. Vous voulez une bouteille de Jack dans la tête ou quoi? Autre qualité, autre défaut. Elle fait 300 grammes de plus que la Blackmagic 4K. Alors, certains vont dire « Ouais, c'est un scandale, c'est plus lourd ». Moi, ça tombe pile. Parce que, comme elle était tellement légère, la 4K, tout le poids était sur l'objet. Et un des défauts de cette caméra, parce que, disons-le direct, l'attache le pas de vis Kodak est excessivement à l'arrière de la caméra. C'est excessivement énervant. C'est-à-dire qu'en gros, vous prenez tout le poids et sur la monture de la caméra. Tout le poids de l'objet, qui est en fait plus lourd que la caméra, dans quasiment tous les cas, sauf vraiment les tout petits objets, genre un 50, un 8, je crois, Canon, qui sont tout légers. Mais quoi qu'il se passe, l'objet va quasiment être tout le temps plus lourd que la caméra. Du coup, ça tire sur la monture. Et la monture est ultra solide. Aucun doute là-dessus, je la trouve solide, je crache pas dans la soupe. Ce que je veux juste dire par là, c'est que cette vis-là, on a besoin de faire un peu comme ce que j'ai fait là, de mettre une plate qui va en fait rallonger à l'avant. Et ça, je vous le dis, c'est chiant. Quand vous allez monter sur des... par exemple, moi je travaille avec la Zhiyun Crane 3, sur les Ronin, sur ce genre de choses, c'est pas évident d'être à l'arrière de la plaque quand le poids est à l'avance. Pour tout ce qui est stabilisation, en Steadicam je pense qu'on n'aurait pas de problème parce que les plates sont super longues, mais
En ce qui concerne les Zhiyun, en l'occurrence, c'est des petites plates. Sur les Ronin, ça n'a pas l'air d'être non plus des super grandes plates. Là, je parle des Ronin S et compagnie. J'ai jamais vraiment tourné avec ceux-là. Je travaille avec le gros Ronin, mais pas les petits. J'ai préféré aller sur Zhiyun. D'ailleurs, je ferai une vidéo qui expliquera ma config que je cautionne. Et le fait qu'elle fasse 300 grammes de plus à l'arrière, eh ben, c'est pas mal. Ça permet en fait de rééquilibrer aussi le poids entre l'avant qui pèse du poids sur l'objet qui pèse du poids à l'avant, et le corps cam qui du coup est un peu plus lourd, je crois que c'est 900 grammes, ce qui est pas non plus exagéré. L'écran est une petite tuerie. Alors l'écran est de l'expérience que j'ai avec la 4K, je n'ai pas encore eu l'occasion de vérifier ça vraiment dans le détail. La 4K, des fois, quand on met le peaking, en fait, le peaking, il est plus nerveux que la réalité, c'est-à-dire qu'il va dire que c'est flou alors que c'est net. Et voilà, vous mettez à diaph 11, il va dire ouais, le peaking c'est là, c'est pas toute la zone, alors quand on regarde les images, c'est en fait toute la zone qui est nette. Donc des fois on se dit ah putain on l'a pas à la prise, on replay sur la caméra, on se dit ah putain on l'a pas parce que c'est du 1080p, mais en fait on l'a. Voilà. Encore une fois, qualité c'est les menus. Moi je suis étrangement étonné par cette caméra sur ses menus, sa simplicité, l'accès à des outils comme le false color, le peaking, comment ils appellent ça, focus assist, pour pouvoir, parce qu'ils ont un focus assist et le peaking est un focus assist, le zoom est un focus assist. Alors, ils appellent ça comment? Je sais pas. Bref, le fait d'avoir toutes ces options-là est paramétrable sur le moniteur ou sur le moniteur de sortie, ça est quand même pas mal, parce qu'on peut activer le false color en extérieur, pour que le chef-op ait un moniteur avec direct le false color pendant la prise, ou de zoomer sur l'écran extérieur, donc pour que le pointeur puisse travailler. Bref, ces dispositions-là font que ça permet de travailler véritablement en professionnel. Petit, on a tous les crops, on a tout, alors pour ça c'est un peu, je vais aller dans la base, mais on a tous les crops, on peut être en 2.40, 2.35, 16.9, carré, ou ce qu'on veut, on peut mettre les grilles. Je regrette, peut-être que je n'ai pas trouvé comment le faire, mais je regrette qu'on puisse pas nous-mêmes mettre nos crops dedans, ça aurait été top, c'est-à-dire peut-être mettre une forme, un fichier PNG qu'on pourrait mettre dans la caméra pour pouvoir appliquer, je sais pas, je veux avoir le même positionnement sur telle personne, je sais que je peux dessiner sur Photoshop mon calque et le refaire comme je veux. Bon, c'est pas très grave non plus. Blackma vient de lâcher la monture micro 4 tiers. C'est un petit défaut d'un point de vue pratique parce que la micro 4 tiers permettait d'avoir des montures PL en adaptateur. Est-ce que c'est vraiment important? Non. Pour moi, à partir du moment où on commence à mettre des objets en PL, ça veut dire qu'on n'est pas loin de pouvoir se mettre des caméras en PL. Pour moi, c'est s'il y a nécessité, c'est toujours la même chose. Je trouve qu'il ne faut pas se forcer à la caméra. Pour les possesseurs d'une 4K, toujours la même connerie, hein. La Tilta ne monte pas dessus. La Tilta, faudra la retaper. Alors, il y a deux moyens de la retaper. Soit vous enlevez le logo Tilta à l'avant si vous avez une micro-clé étoile, celle qui correspond. Moi, je vous avoue, je ne me suis pas fait chier, j'ai mis un coup de meuleuse direct. Voilà. Bon. Elle ne monte pas dessus. Elle peut monter dessus, mais elle ne monte pas dessus naturellement. Sinon, tout est compatible. Une fois que vous avez réussi à la faire monter, tout retombe exactement au même endroit, ce qui est assez sympathique, ce qui permet d'avoir les deux modèles sans avoir racheté complètement tout le merdier qui va autour. Ah, l'utilisation sur ordinateur. Les gens ont peur, j'ai regardé pareil, les gens ont peur, ils disent oh là là, du 6K ça va jamais tourner. Je vous le dis, moi le 4K tournait nickel en RAW sur mon ordi, que ce soit mon ordi de bureau, que ce soit mon ordi portable. Sans que ce soit les ordis de l'an 2000, on va être très clair. Oh, l'expression de vieux, mon gars. Sans que ce soit les ordis genre de 2020, les ordis du futur, quoi. C'est des ordis normaux, pas mauvais du tout, avec une bonne carte graphique, un bon processeur. C'est un 4 GHz old school, et c'est en i7, si je dis pas de bêtises, et c'est une 1050 Ti ou 1060, un truc comme ça. J'ai quasiment la même config en ordinateur portable, et le 6K Q0 ralenti marche pour les deux en live. Alors,
il a un peu du mal à démarrer, mais une fois qu'il a démarré, c'est bon. Je parle en full qualité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je me mets en off qualité, pof, c'est bon, c'est comme si c'était du MP4, ça passe tout seul. Je parle de mon ordi portable aussi. Voilà, moi je demande pas plus, hein. Si je peux regarder les rushs sur le terrain avec mon ordi portable, putain c'est déjà génial. Si je peux appliquer des luttes ou faire des effets, c'est génial aussi. Les disques durs encaissent assez bien le 6K, même en ralenti. J'ai pu tourner en Q0 sur un Samsung 500, les T5. Le Q0 ralenti, ça passe. Ça passe. J'ai pas fait un test de longueur avec des rushs de 30 minutes parce que j'ai pas eu l'occasion de le faire encore. Ça fait que 2 jours que je l'ai dans les mains, la caméra. En ce qui concerne du coup le Q0 6K ralenti, c'est censé passer sur le disque dur. Ça a passé pendant 2 minutes. Je pense que c'est un coup de bol, mais je vais vérifier quand même avec le détail. Sinon le Q5 passe. Voilà, donc c'est faisable. On peut tourner avec ces caméras-là en bonne qualité. Les défauts de la caméra, c'est les mêmes que les défauts de la Blackmagic 4K. Elle a pas un toucher qui met en confiance en termes de solidité. Je critique pas, j'aime bien. Moi, je trouve que le grip est assez bon, le core cam est assez léger. Moi, ça me dérange pas. Mais il faut dire ce qui est, on sent que c'est du plastique Kinder, quoi. Kinder Surprise réalise 3 désirs à la fois. On sent que ça va pas. Le core cam tombe par terre, ça m'étonne pas de voir la caméra exploser, quoi. C'est pour ça qu'on lui met une cage. En même temps, il y a un prix derrière qui est pas cher, faut dire ce qui est. Mais bon, ça pue pas la résistance, quoi. En ce qui concerne les deuxièmes défauts, on en a parlé, c'est ce putain d'autonomie des batteries. Pourquoi avoir mis des Canon? Parce que c'était ultra répandu, ok. Les Sony ont l'air de quand même prendre plus, mais bon, peut-être Sony c'est les méchants, du coup voilà, bon, c'est des concurrents. Autre chose, c'est dommage qu'il n'y ait pas de waveform, d'oscilloscope. C'est pas essentiel, il y a un histogramme, mais c'est quand même dommage qu'il n'y ait pas un waveform. On n'est pas à ça près, mais c'est dommage que ça n'y ait pas. Ce qui est aussi un énorme avantage de cette caméra en 6K, vous allez me dire pourquoi du 6K? Le 6K ça sert à rien. Il y a aucun, déjà des écrans 4K on les trouve pas, alors des écrans 6K à quoi ça sert? Le 6K, ça permet d'atteindre des qualités de rendu qu'on n'a pas habituellement. Je vous explique rapidement. Quand vous faites une prise de vue, la méthodologie, j'ai envie de dire américaine, anglo-saxonne, c'est de filmer plus large et de recroper en post-production. Ça permet de pouvoir valider à la perfection un cadre. Et c'est le plus important pour un cadreur, d'avoir vraiment, ou un réalisateur, d'avoir vraiment le cadre le plus absolu. Donc on a tendance à filmer un peu plus large et à recroper dedans. De la même manière, que ce soit même avec des prises de vue très parfaites comme le Steadicam, la Dolly, le Ronin ou les car grip, les drones, on essaye quand même d'avoir toujours un peu de marge pour pouvoir restabiliser si c'est nécessaire en post-prod. En France, on a très peu d'estime pour la stabilisation. De manière anglo-saxonne, ils ont une habitude totale, absolue de s'en servir à tous les coins de rue. Dès qu'il y a un plan, on le restabilise. Quasiment, si c'est un plan fixe, on va le restabiliser pour être sûr que le panneau qui avait peut-être des petites secousses va être fluidifié. Donc, c'est une démarche très décomplexée là-dessus. Le 6K nous permet ça. Des premiers tests que j'ai pu faire à l'heure actuelle sur la stabilisation, je ne vais rien confirmer à l'heure actuelle, mais c'est un sentiment. J'ai l'impression que le crop que prend le stabilisateur de l'ordinateur est plus petit sur du 6K que sur du 4K. Alors vous allez me dire, oui mais non, je vais aller dans le détail. Vous prenez un 4K, il va restabiliser un peu comme ça. Cette taille-là va pas être forcément la même, je pense en pourcentage elle va être encore plus petite, parce que peut-être mieux définie, avec peut-être d'autres avantages. J'ai pas la réponse, mais j'ai l'impression que des plans qui étaient un peu bordel, on les a croppés et ça a pris mais même pas peut-être 5% d'images. 5% d'images, c'est rien si c'est pensé en plus en amont en se disant ce plan-là, je vais le filmer un peu plus large pour pouvoir le recropper et pouvoir le stabiliser. C'est impeccable. Le 6K aussi permet d'avoir beaucoup de détails dans les chevelures, dans les découpes des mains, ce qui est recherché dès qu'on va commencer à faire des effets spéciaux type fond vert, détourage ou ce genre de choses. Mais aussi le fait d'avoir des pixels, on va dire, plus petits et mieux définis. À partir du moment où on va faire des effets spéciaux type tracking, c'est-à-dire aller chercher dans les coins de l'image des motifs qui se déplacent pour pouvoir incruster soit un élément en 3D, soit du texte, soit ce genre de choses,
ça offre une facilité pour le logiciel qui va pas passer de flou net ou quoi que ce soit. Et là, son point, il est tout petit, et puis là où il n'y en aurait qu'un seul point net parce que la netteté n'est pas au bon endroit, et ben, il va se retrouver avec un paquet de points et il va pouvoir traquer pas plus facilement, mais plus précisément. Et enfin, dernière chose, qui n'est pas des moindres, pour passer du 6K au 4K, on va prendre un groupe de pixels qu'on va, entre guillemets, compresser dans un seul pixel. Je parle de compression dans le sens, on va prendre la moyenne de tous ces pixels et on va en faire un pixel. Le downscaling. Ça nettoie le grain. C'est-à-dire que les grains, c'est des petites aberrations qui apparaissent à tels endroits, du bruit naturel des capteurs. Et le fait d'avoir un grain qui va apparaître va rentrer dans la moyenne de ces 4, 5, 6 pixels qui vont être réduits à 4. Je parle du 4K encore une fois. Donc vous allez vous retrouver avec beaucoup moins de grains quand vous allez passer du 6K au 4K. Ce qui est un gain énorme en termes de qualité. Vous n'exploiterez jamais vos images 6K en 6K. Il n'y aura nulle part où vous pourrez le diffuser, même les diffusions cinéma sont du 4K. C'est-à-dire que, voilà, c'est factuel, c'est la vie, c'est comme ça. À part peut-être des cinémas très particuliers, genre Futuroscope ou les cinémas IMAX ou ce genre de situation, à part ce genre de cas précisément, vous irez rarement voir des films qui vont être plus que 4K en diffusion. Pour des raisons de prix de support, de prix de données, du prix de la projection, vous l'aurez pas. Là, je lui ai mis un 1835 Sigma, ouverture 1.8. En ce qui concerne sa sensibilité, je vais encore faire des tests, du coup je vais très certainement confirmer ces tests en voix off, mais j'ai le sentiment qu'elle est un peu plus sensible que Pocket 4K à ouverture équivalente. Pour ceux qui ont la 4K, ils savent qu'avec le Viltrox, même à 1.8 va monter à 1.2. On se prend pour Stanley Kubrick et tout. Là, il n'y a pas ce phénomène-là, mais il semblerait que malgré tout, la sensibilité soit relativement plus élevée. S'il vous plaît, Blackmagic, s'il vous plaît, je vous demande un truc. C'est pas grand-chose. Moi aussi, je suis d'accord avec vous. Le bureau, il cartonne, il n'y a pas besoin de plus. Mais remettez le cinéma DNG. Remettez-le. Ça vous coûtera rien, remettez le cinéma DNG, c'est juste une croix à cocher. Même si on peut pas aller en Q0, même si on peut pas aller en Q5, même si on n'a pas le top des qualités, remettez le cinéma DNG. Moi je vois, par exemple, j'ai fait une prod il y a pas longtemps, où on m'a demandé, où le monteur montait sur Avid. Alors, n'en parlez pas. Je vois pas trop l'intérêt, je suis pas monteur, très certainement. J'aimerais bien si vous pouvez me dire dans les commentaires, les monteurs, si vous trouvez que c'est mieux Avid. Moi, j'ai jamais vraiment aimé Avid. Je doute pas que si des gens sont dessus, c'est qu'il y a quand même des choses très intéressantes, mais moi, ça me plaît pas des masses. Et Avid ne prend pas le bureau et ne prend que le cinéma DNG. Du coup, il a fallu que ma petite bibine aille sur Resolve retaper tous les rushs pour sortir le format qu'il fallait pour Avid. Et c'est quelque chose qui risque d'être assez récurrent parce que j'ai pas l'impression, l'action que vient de faire Blackmagic pour moi est beaucoup plus politique que industrielle. Blackman nous sort une caméra en fait faite pour le cinéma indépendant. Comment ça s'appelle? Je sais pas si vous avez suivi un peu la question de Ginny Mag avec le gars qui est en train qui a démonté toute la RAID. Allez voir ce type, il est génial. Il a démonté la RAID, il est en train de démonter point par point la RAID en disant, vous voyez, ça a vendu 2000 balles, mais en fait, ça en vaut 150, grosse arnaque. Et les autres qui vont défendre en disant, mais non, c'est comme Apple. Oui, bah oui, c'est ce qu'on est en train de dire, c'est comme Apple. Tout ça pour dire que quand on voit ça, quand on voit un gars qui sort une caméra où le bas de gamme chez Red qui est censé faire ça, je suis même pas sûr, je crois que la Raven elle fait 5K et t'as au prix de 5K, 6K je crois, là, 7000 balles si je dis pas de bêtises. Pareil sans accessoires et que la carte qu'on doit mettre dedans, pareil, il faut rajouter quelque chose comme 2000 balles, plus le fait que ce soit un environnement fermé et anti-cinéma indépendant en définitif. Et que derrière, Blackmagic sort un logiciel qui permet de faire de l'étalonnage en professionnel, une caméra qui permet de faire des images professionnelles, malgré ce que la concurrence va vous dire, malgré ce que les gens vont vous dire en disant « je ne tournerai pas avec ça là ». Bah oui, si t'as acheté une RAID, c'est sûr qu'il va tourner avec ta RAID. Va rembourser ton crédit, parce que moi je connais beaucoup de gens qui ont des RAID. Ça n'est pas rentable économiquement, c'est quelque chose où au fil des années, vous ne pouvez pas rentabiliser cette caméra. RAID déjà n'est pas le top du top d'un point de vue
purement pratique, quelqu'un me parlerait de Harry, je dirais d'accord, Harry, ok, c'est vrai que c'est le top du top. Mais bon, la caméra, elle est à 100 000 balles, je crois, entre 75 et 100 000 balles. On est sur une autre gamme de business. Mais Red, non, en l'occurrence, c'était une énorme arnaque. Et ce gars est en train, justement, Genimag est en train de casser la question Red d'un côté, et Blackmagic arrive en disant « Ouais, non, mais ce que vous nous vendez pour 10 000 balles, bah, en fait, ça en vaut à peine 2300. 2200 hors taxes, 2007 avec les taxes. C'est politique. C'est politique. Non, mais c'est politique. C'est pilotant. C'est politique, bien sûr, c'est politique. Voilà. Sinon, que dire de plus? Je sais pas si j'ai beaucoup de choses à rajouter. Je vais... Thank you, Blackmagic. Thank you, Blackmagic. Thank you, Blackmagic. Merci, Blackmagic, d'avoir sorti cette caméra. Je vais revenir très rapidement vers vous avec un testing bien plus complet dans des configurations un peu plus sympathiques. Je vais aussi essayer de détailler la config que j'utilise pour les petits tournages, parce que pour me présenter rapidement, moi je suis opérateur Steadicam depuis maintenant... A few moments later. Alors j'ai commencé à 16, j'en ai 33, 6 et 6, 12, putain ça va faire 17 ans. Vers 17 ans que je suis en train de faire de la prise de vue en professionnel. Je fais de la grue, je fais du Steadicam, je fais du Ronin principalement en tant qu'opérateur. Je travaille en tant que directeur de la photographie le plus souvent, et dernièrement je fais de la réalisation de fiction, clips et compagnie. Donc ce mois-ci je vais énormément tourner avec cette caméra, j'espère si tout va bien. J'ai fait déjà quelques petites images que vous avez pu voir qui sont pour moi de mauvaise qualité parce que je me suis blessé le matin, je me suis explosé le doigt avec mon Laserman, mais genre ça a pissé le sang toute la journée, du coup j'ai tout cadré de la main gauche, la honte, mais ça passe, j'ai mis des petits coups de stab, ça se verra pas trop. Mais normalement le mois de septembre va être assez chargé en termes de prod et de petits tournages où je pourrais avoir les droits sur les images et donc les diffuser, et du coup je reviendrai avec un vraiment testing bien plus détaillé, bien plus approfondi. Je vous demanderai de rajouter tous dans les commentaires, ouais, le truc pour monter dans l'arnaque. Rajoutez dans les commentaires vos noms et vos prénoms, ça me fait plaisir. Non, vraiment, mettez dans les commentaires les questions que vous avez. J'y répondrai en mode testing. C'est-à-dire que si vous me dites, ouais, et tout, putain, et dans cette telle config, est-ce que la caméra, elle est valable? Ben, je vous promets pas de répondre à tout le monde, à mon avis il va y avoir 4 pécores, je pense pas qu'il va y avoir 40 000 personnes, mais dans le cas où il y a plus, je ne pourrai pas répondre à tout le monde, mais dans le maximum du temps, je vous dirai ouais j'ai testé cette config, ça rend ça, limite je te fais un rush et je te l'envoie via Swiss Transfer ou je sais pas quoi, pour que tu puisses tester ce que je t'ai dit. Faut pas déconner, hein. On va y aller dans la limite du possible, hein. Exagérez pas. S'il vous plaît. Restez dans la limite des stocks disponibles. Hein. Voilà, abonnez-vous, abonne-toi direct, bolos. Non, abonne-toi parce que ça m'aide beaucoup pour avancer. Nous, on démarre, ça demande beaucoup de temps. J'ai un collègue qui est derrière la caméra qui aussi se fait chier là-dessus. On va essayer d'être un peu sur tous les spots intéressants et d'avoir justement un traitement sans langue de bois de la question cinéma et caméra. Parce que, voilà, comme je vous ai dit, ça fait 16-17 piges que je suis dans ce métier, il y a énormément de langue de bois et on a envie d'en parler. On a envie de traiter ça justement et d'aller un peu faire chier les gens de manière relativement bienveillante, mais voilà, l'idée ce serait d'aller un peu plus loin. Donc si vous pouvez nous soutenir, ne serait-ce qu'un pouce rouge, mettez un pouce rouge, enfin un pouce bleu, un pouce rouge, un like, faites quelque chose quoi, clique, ça te coûte rien la wesh. Cliquez, bande de ça. Voilà, on va pas faire un Tipeee, peut-être à un moment donné on va en faire un, si ça nous paye le trajet. On va essayer d'être sur tous les événements, il y a l'IBC qui va arriver en septembre, on va essayer d'être sur place et d'aller interviewer les gens de Red, on va leur poser des questions, d'aller prier devant Blackmagic, on leur dit merci monsieur, et tout. Heureusement vous êtes là. Tout ça pour dire que voilà, l'idée c'est un petit peu d'aller zoner à droite à gauche pour essayer de trouver des infos et vous aider aussi à faire le bon choix des fois sur vos productions. On va essayer de faire un comparatif, hein, c'est ardu parce que cette année va être chargée à mon avis en nouveautés 6K. Je pense que Panasonic va pas en rester là, je pense que Sony va pas en rester là non plus, je pense que Red va en rester là en fait, ouais, je pense que ça va pas évoluer des masses, mais en l'occurrence je pense qu'il y a des petites surprises sur les nouveaux Alpha 7 ou Alpha 8 ou un truc dans le genre, pareil sur les GH5, 6, on va voir ce que ça donne.
Le gros avantage de ce genre de caméra vraiment très précise, très qualitative et très légère, c'est que vous allez faire des économies techniques. C'est-à-dire que pas besoin d'une énorme grue. Moi j'ai mis Alexa sur ma grue, et putain, il faut mettre 200 kg à l'arrière, 100-300 kg pas loin en tout. Faut se les trimballer, c'est du pétrole dans le camion, c'est du temps d'installation, c'est de la main d'œuvre, c'est de l'énergie. Pareil, on prend les grosses Alexa, faut mettre ça sur le stead, ça donne pas envie de faire 40 prises pour la même chose, ça donne pas envie. Je sais qu'il y a un truc de social proof, des steadicamers, j'aime soulever du poids. Moi j'aime bien faire des belles images, donc je vois pas l'intérêt de soulever du poids, je suis pas un âne, les ânes sont là pour soulever du poids. Expression du bled, hein, excusez-moi. Nadine Mouk, Nadine Babek. Mais ouais, en gros, c'est pas un métier de soulever du poids, quoi. C'est un métier, c'est de faire des belles images. Tout ça pour dire que ces caméras-là vous permettent vraiment de faire du top qualité en tout léger, d'avoir juste, pas forcément un très gros Ronin, mais un petit Zhiyun, paf, ça passe, une petite Ronin S, paf. Et du coup de performer votre travail, performer votre art, performer peut-être votre scénario si vous êtes réalisateur, scénariste, et d'aller vous focus sur les questions qui pêchent et pas se poser sur la question ah merde, il va falloir que je pense à 12 camions pour faire quelque chose. Je pense que ça, c'est le futur du cinéma, d'être très à l'aise là-dessus. Je dis pas que demain je vais faire un film en mode Luc Besson avec ça. Je reviendrai pour expliquer l'intérêt des grosses caméras, parce qu'il y a un intérêt. Ah, l'impression 3D, c'est un film. Arrêtez, j'espère que ça va pas niquer le son, cette saloperie. C'est pour toutes mes sœurs, de France ou d'ailleurs. C'est pour vous ça. Big up, big up, big up, big up, big up, big up, big up. À toutes mes sœurs. Big up, big up, big up, big up. À toutes celles qui se sont seules. La vie est courte et tu le sais. Pas le temps de prendre de pause, non. Vas-y, fonce et pense à ta vie. Y'a des matins tu te lèves, t'as des envies de bénéf, des envies de pèse, t'as des envies de rêve, t'as envie de goûter à ses lèvres. Dans ta tête t'es millionnaire, t'es mignonne, t'es visionnaire. Et puis merde si tout s'arrête sur un coup de nerf. T'as la patate ma sœur, parce que t'es belle et que t'es pas conne. Tu te respectes, tu le sais, t'es la patronne. Bah ouais. T'es archi bien, t'es une boulette, t'es une fusée. T'étais une petite soulette, aujourd'hui ils veulent tous t'épouser. Ces matins-là, tu peux les vivre si tu regardes combien le monde se dégrade, combien les gens sont devenus barres, combien tout le monde pense qu'à sa gueule et combien toi t'es toute seule. Combien de sœurs sont déjà mères et déjà veuves, ma belle. Moi aussi je suis comme toi, je traverse trop de périodes de doute. Parfois les hommes me dégoûtent, mais je tiens debout ma sœur. On est pareil que des petites meufs qui rêvent de se ranger, avec le cœur, les dents qui raillent le plancher. Big up, big up, big up, big up. À toutes mes sœurs. Big up, big up, big up, big up. À toutes celles qui se sont seules. La vie est courte et tu le sais. Pas le temps de prendre de pause, non. Des matins tu te lèves, t'as des envies de fou rire, des envies de vivre, des envies de courir, des envies de dire au monde que t'as le sourire. Ma sœur, t'as des galères graves, mais t'as la patate, ouais t'as la banane grave. Et pas question que tu te ramasses, ma belle. T'as trop la pêche, tu vois que le monde court à sa perte. Alors t'es trop opé, t'es trop pas prête à céder devant la merde. Bah non, t'as des épaules, t'as du charisme et t'as du goût. T'es une vraie pro, tu parles d'arrive, tu sors des griffes s'il y a des loups. Bah ouais. On n'a pas toutes de bons pères, on n'a pas toutes de grands frères. On n'a pas toutes eu la chance d'être nés sous la même étoile. On n'est pas toutes en bon terme, mais on rêve toutes d'être bonnes mères. On rêve d'être femmes, on rêve d'être braves et sur la bonne voie. Big up, big up, big up, big up. À toutes mes sœurs. Big up, big up, big up, big up. À toutes celles qui se sont seules. La vie est courte et tu le sais. Pas le temps de prendre de pause, non. Vas-y, fonce et pense à ta vie. Y'a des matins tu te lèves, t'as des envies de vacances, des envies de plage, des envies de large, des envies de dire à ton mec que tu l'as dans le sang. Ces matins-là, t'es une princesse, tu rêves de trône, tu rêves de protéger ta mère et tu rêvasses dans le métro. Tu vas au taf ou à l'école, tu rêves de te casser avec tes potes, de tracer avec ton homme loin de la métropole. Et si t'es seule, t'es la reine des célibataires, t'as plus les pieds sur terre, ils sont tous à tes bottes quand tu t'apprêtes. C'est pour mes sœurs qui se démerdent pour être des bombes, petites ou grandes, jolies ou non, on s'en fout que tu sois fine ou ronde. C'est pour toutes celles qui nous représentent, grande gueule ou petit cœur, petite timide, petite Kaira, petite
petites sœurs. C'est pour toutes celles qui croquent leur life, qui croquent leur mal, qui fuck tous ceux qui parlent mal, tous ceux qui jappent. À toutes mes sœurs, toutes sans exception. Vas-y, va chercher le mot, boum, boum, mets-leur la pression. Big up, big up, big up, big up. À toutes mes sœurs. Big up, big up, big up, big up. À tous ceux qui se sont seuls. La vie est courte et tu le sais. Pas le temps de prendre de pause, non. Vas-y, fonce et pense à ta vie. Big up, big up, big up, big up, big up. À toutes mes sœurs. Big up, big up, big up, big up. À tous ceux qui se sentent seuls. La vie est courte et tu le sais. Pas le temps de prendre de pause, non. Vas-y, fonce et pense à ta vie. Ok, Amen, China, Vita, Melissa, Nina, c'est la chorale de l'an 2000 ça. Sincèrement, un gros big up à toutes mes sœurs. C'est pas tous les jours facile, je le sais. Donc big up à toi ma sœur. T'es une boulette, t'es une fusée, t'inquiète. T'es une petite zoulette, aujourd'hui ils veulent tous t'épouser ma sœur. On va pas se laisser faire, non. Non, non. Big up, big up, big up.